la grande édition du journal. 19h à Kinshasa, mesdames et messieurs, voici les titres de votre journal. Le chemin vers l'organisation du congrès de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS est balisé. Le chef de l'État et autorité morale de ce parti présidentiel a reçu les cadres du parti constituant les comités de l'organisation de ces congrès. Objectif, aplanir les petites divergences en vue de la tenue imminente du congrès d'ici le mois de décembre. Invité sur le plateau de TV5 Monde, le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Mouyaya a clarifié la question des FDLR qui détournent l'attention de la communauté internationale des véritables enjeux économiques et géopolitiques du conflit dans l'est de la RDC. Par ailleurs, le professeur Silas Mimile Makangou, que vous suivrez dans ce journal, rappelle chaque acteur de son rôle à jouer pour la signature de cet accord dont plus de 10 tentatives occasions n'ont pas abouti. Tels sont les principaux titres, mesdames et messieurs. Bienvenue à tous. Et en direct de Kinshasa, où vous nous captez en ces moments, bonsoir et bienvenue encore une fois de plus. Nous ouvrons ce journal par cette information telle qu'édite dans les sommaires tout à l'heure. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et autorité morale de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, a reçu du 12 au 13 novembre à la Cité de l'Union africaine plusieurs cadres de son parti dans le cadre d'une réunion d'évaluation des préparatifs du congrès extraordinaire prévu du 10 au 14 décembre 2025, selon un communiqué rendu public par le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, Augustin Kabouya. Cette rencontre avait pour objectif d'évaluer l'état d'avancement des préparatifs et de clarifier certains points qui faisaient encore l'objet de divergences au sein du parti présidentiel. Le chef de l'État aurait, selon cette note, tranché sur plusieurs points de désaccord et fixé des directives à suivre pour la tenue du congrès. Une manière de mettre en terme aux tensions internes qui, depuis plusieurs semaines, freinaient ainsi l'organisation de cet événement politique majeur du pays. Le secrétaire général a également annoncé la convocation d'une réunion de l'exécutif national unifié prévue ce vendredi 14 novembre pour transmettre les nouvelles orientations et assurer la cohésion au sein des différentes structures du parti. Et le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katemboué, a précisé que Kigali instrumentalise les FDLR pour détourner l'attention de la communauté internationale de véritables enjeux économiques et politiques, même DLR, dans les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Il a dit sur le plateau des TV5 Monde en précisant que la réouverture de l'aéroport international de Goma ne dépend pas du gouvernement des faits, mais plutôt du gouvernement congolais. Suivez donc ce reportage ici rendu par Julia Kamonia. Reçu mercredi 12 novembre 2025 sur le plateau de TV5 Monde, le ministre congolais de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, a réagi avec fermeté aux questions liées à la situation sécuritaire qui prévaut dans l'est de la RDC. Le porte-parole du gouvernement congolais a précisé que Kigali instrumentalise la question des FDLR pour détourner l'attention de la communauté internationale des véritables enjeux économiques et géopolitiques du conflit. Les Congolais sont le premier victime des FDLR. La question des FDLR, comme la question des réfugiés, comme la question du discours de haine, c'est des prétextes qui ont été utilisés par les Rwandais pour camoufler cette guerre économique. C'est la réalité. C'est bien pourquoi Washington, dans cet accord, c'est un accord qui règle principalement deux problèmes. La question de la sécurité, avec notamment la question des FDLR et les désengagements de force, et puis la question des conditions qui vont nous permettre de créer un espace de stabilité dans la région, parce que c'est la volonté du président Tshisekedi. Il faut dire d'abord que les FDLR tuent les Congolais. Les Congolais sont les premières victimes. C'est pas seulement des Congolais qui sont tués, mais c'est toute exploitation illicite de nos... À la question de la réouverture de l'aéroport de Goma, tel qu'est débattu récemment à Paris et lors d'un conseil des ministres, Patrick Mouyaya s'est montré particulièrement ferme. Aucune initiative ne peut être engagée sans l'accord préalable de Kinshasa. Pour nous, il était question de rappeler très rapidement que l'aéroport de Goma, l'ouverture de l'aéroport de Goma dépend du gouvernement de la République démocratique du Congo, parce que nous avons publié ce qu'on appelle en langage des techniciens un NOTAM,
qui fait que les aéroports de Goma et de Bukavu ne peuvent plus être desservis en vol. Mais parce qu'il y a des besoins d'intervention humanitaire, et donc au niveau du gouvernement, nous travaillons étroitement avec les différentes organisations, il y a un mécanisme qui va être mis en place qui permettra d'autoriser un certain nombre de vols. En ce qui concerne les accords de paix, notamment ceux de Washington et des Doha, le porte-parole du gouvernement assure que ces derniers sont en phase d'atterrissage afin d'apporter une solution aux populations congolaises meurtries. À la suite de la résolution 2773 et de la mobilisation internationale sur le sujet, nous sommes plutôt sur le plan diplomatique et à Washington, nous connaissons de progrès comme à Doha, nous sommes dans les deux processus en phase d'atterrissage et nous espérons que cela arrive vite parce qu'il faut vite desserrer les taux et apporter les secours qu'il faut à nos populations qui sont dans des conditions humanitaires très difficiles. Par ailleurs, le ministre Mouyaya a précisé que le dialogue inclusif entre Congolais interviendra uniquement après l'aboutissement des accords de paix en cours. Et restons toujours avec le ministre Patrick Mouyaya pour vous dire que sur le même plateau de TV5 Monde, il a rassuré que le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR des Nations Unies, pour les réfugiés HCR Kinshasa a réaffirmé aussi sa disponibilité que les réfugiés congolais qui se trouvent au Rwanda pourront rentrer dans le pays sans aucune inquiétude. Par la même occasion, le ministre de la Communication a aussi dénoncé l'expropriation de certaines terres congolaises qui sont aujourd'hui ravies par le Rwanda. Encore une fois de plus, Julia Kamwanya. La République démocratique du Congo viole-t-elle les cessez-le-feu tout en bombardant les populations à l'est du pays? Cette thèse du Rwanda, via ses supplétifs de la FCM 23, n'est pas selon Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement congolais. Cette assertion de Kigali est réfutée par Kinshasa. Alors qu'il est agressé par son voisin, la RDC s'inscrit dans une posture de légitime défense. En revanche, elle n'est pas responsable de tous les bombardements dans l'est de son pays. Ici, ce qu'il faut savoir, il y a un pays qui en agresse un autre. Et nous, évidemment, nous sommes dans une posture de légitime défense pour toutes nos populations. Et donc, nous qui devons protéger nos populations à tout prix, nous qui voulons qu'on desserre les taux pour que très rapidement nous puissions apporter l'appui humanitaire, on ne peut pas être responsable de ces bombardements. Le porte-parole du gouvernement a aussi indiqué que dans les cadres des dispositions arrêtées avec les hauts commissariats des Nations Unies pour les réfugiés, Kinshasa a réaffirmé sa disponibilité à accueillir les enfants du pays ayant fui la guerre pour ces réfugiés au Rwanda. Sur la question de réfugiés, c'était un des prétextes, mais que nous avons vidé parce qu'aujourd'hui, que ce soit la partie rwandaise, la partie congolaise autour du HCR, les problématiques ont été sériées, les listes ont été établies et nous attendons le moment venu, le retour de la paix, parce que la base du retour de réfugiés, c'est une base volontaire. Vous n'allez pas demander à ceux qui sont partis pour des raisons de guerre, de revenir dans une région qui est encore sous de bombardements. Dans les cadres des lignes qui ont été tracées, notamment avec les HCR, nous aurons la possibilité de traiter de cas de ceux qui doivent revenir. Et donc, en ce moment-là, tout sera établi. Par ailleurs, sur les antennes de TV5 Monde, le ministre des Médias, Patrick Mouyaya, a dénoncé l'expropriation et l'occupation illicite des terres congolaises par le Rwanda. Nous savons que dans ce qui se passe sous des zones sous occupation, il y a des choses qui sont inacceptables. Premièrement, lorsqu'ils arrivent, d'abord, ils détruisent tout ce qu'il y a comme document au niveau foncier, ils réattribuent des terres. Nous avons lu des rapports. Mon collègue de l'Intérieur, notamment, nous a fait plusieurs fois les points de populations qui reviennent. Ces populations-là, ce n'est pas des populations réfugiées. Les populations qui viennent dans un cadre où on détruit tout ce qui est acte foncier, ça veut dire qu'il y a une volonté d'expropriation, d'occupation des terres. Cependant, le ministre Mouyaya accuse le Rwanda de stigmatiser les communautés congolaises à travers ses discours de haine et il condamne le fait qu'un État voisin ne peut pas se présenter comme les protecteurs d'une communauté d'un autre pays. C'est inacceptable. Plus de 3 mois après la signature de Washington d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, les incertitudes demeurent quant à sa mise en œuvre effective. Le gouvernement congolais insiste sur le retrait des troupes rwandaises sur le sol congolais avant toute autre rencontre possible. Une attitude que le professeur Silas Mimile Makangu, docteur en géostratégie, juge être profitable à l'ennemi. Je vous propose de suivre ces reportages signé par Edouard Chama.
Réunis autour de représentants des États-Unis, du Qatar, du Togo, médiateurs mandatés par l'Union africaine ainsi que de la Commission de l'Union africaine, les délégations de la RDC et du Rwanda se sont retrouvées pour évaluer la mise en œuvre de l'accord de paix signé le 27 juin dernier à Washington. Mais plus de 4 mois après, le processus semble souffrir de manque de volonté mutuelle, freinant l'application effective des engagements pris. Pour le professeur Silas Mimile Makangu, docteur en géostratégie, cette énième tentative, la 11e depuis le début de la crise, révèle une faiblesse structurelle. C'est pérennisé dans le temps, c'est aussi parce que nous n'avons pas jusque-là réussi à identifier chaque acteur et son rôle dans cette crise, mais aussi nous nous sommes beaucoup plus laissés entraîner à vouloir guérir les symptômes en lieu et place de guérir les véritables infections. Malgré des progrès jugés lents, cet expert en questions géostratégiques veut encore croire à la voie diplomatique. Je suis de ceux qui croient que le front diplomatique peut nous donner des résultats. Mais je ne peux pas à ce stade croire que les résultats récoltés dans le front diplomatique soient des résultats consommables à long terme. Le professeur Mimile Makangu exhorte Kinshasa à se départir d'une posture de faiblesse et à affirmer sa souveraineté. À la fois monter à la face du monde que nous ne sommes pas un État belliqueux, comme l'a dit le chef de l'État, nous ne sommes pas un État va-t-en-guerre, mais nous devons aussi comprendre que la cohabitation dans la communauté des États est régie par une règle. La règle, c'est l'équilibre des forces. C'est le plus fort qui impose sa volonté au plus faible. Alors, si nous voulons en finir avec cette crise, nous devons nous départir de cette posture de la faiblesse qui nous a caractérisés pendant 30 ans. Selon lui, les statu quo actuels favorisent Kigali, qui interprète la retenue congolaise comme un signe d'hésitation au moment où la RDC devrait au contraire imposer le respect de son intégrité territoriale. Et dans un autre chapitre, le procès de l'ancien rebelle Roger Lumbala s'est ouvert devant la cour d'assises de Paris. Nous sommes en France mercredi dernier. Ses avocats ont accusé le manque d'informations sur ces dossiers et ont exigé son extradition sur le sol congolais, estimant que les faits qui lui sont reprochés peuvent être jugés par les juridictions militaires congolaises. Cette demande est restée encore sans effet, mais cela n'a pas empêché le gouvernement de la République de poursuivre avec son axe stratégique lié à la réparation des victimes des anciens rebelles, affirme Patrick Mouyaya. Reportage. Ouvert mercredi à Paris, le procès de Roger Lumbala Chitinga devant la cour d'assises de Paris n'a pas connu un aboutissement heureux. Les avocats de Roger Lumbala Chitinga accusent la cour d'assises de Paris d'illégitimité et de manque d'informations adéquates adaptées à la réalité. Rebondissant sur le plateau de TV5 Monde concernant sa demande d'extradition, le porte-parole du gouvernement congolais ne cautionne pas cette situation, soulignant le manque de la justice pour les faits commis sur le sol congolais. Patrick Mouyaya tire la sonnette d'alarme. Tous ceux qui commettent de meurtres, tous ceux qui sont responsables des exactions, je fais le parallélisme avec ce qui se vit actuellement, doivent savoir qu'il y a le temps de la justice qui va finir par arriver. Tant nous espérons collaborer avec ceux qui viendront à la suite de la mission d'établissement de faits qui a eu lieu après les discussions qui ont eu lieu sur la situation dans l'Est de la RDC en début d'année, pour voir comment et qui les gens ont procédé à des exactions. Vous avez suivi par exemple qu'à 4-5 jours, à Goma, plus de 10 000 personnes ont été tuées, et même dans ce qui se passe actuellement, il y a bien besoin de justice pour qu'on s'assure que ces choses ne se reproduisent pas. Poursuivi pour complicité des crimes contre l'humanité et participation à une association de malfaiteurs pour des faits commis entre 2002 et 2003 dans l'Est de la République démocratique du Congo, Roger Lumbala Chitinga a, lors de son plaidoyer, cité quelques témoins qui doivent comparaître, notamment Jean-Pierre Bemba, désormais ministre des Transports, et Constant Dima, ancien gouverneur militaire du Nord Kivu. Selon les avocats, la justice française devrait faire preuve de diligence et répondre favorablement à la demande de la RDC d'extrader Roger Lumbala Chitinga afin de permettre à ces personnes citées de comparaître sur place, car les faits qui lui sont reprochés sont passibles d'être jugés par des juridictions militaires congolaises. Lumbala est en prison depuis 5 ans. Il n'a pas
pas de moyens de prendre en charge un témoin. Il a cité ici. Qui va le faire? Vous avez suivi qu'il y a des problèmes à Kinshasa, de coopération ou d'entraide avec les autorités congolaises. Parce que comment voulez-vous demander au gouvernement congolais de coopérer pour faire venir des témoins, etc., alors que le même gouvernement vous demande l'extradition? Vous n'y répondez pas positivement. Comment vous allez collaborer? Ancien membre du Rassemblement congolais pour la démocratie nationale, RCDN, député honoraire et sénateur de la RDC, Roger Lumbala Chitenga est détenu dans une prison en France depuis plus de 4 ans. Et au ministère de l'économie nationale, l'atelier sur la révision du cadre réglementaire du petit commerce s'est clôturé ce jeudi 13 novembre, préparant ici la transition vers la fin du moratoire pour les expatriés le 15 novembre 2025. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie a réuni ainsi toutes les parties prenantes pour garantir un passage harmonieux vers la période post-moratoire. Bosco Kabamba pour plus de détails. C'est à 11h précises ce mercredi que le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a fait son entrée au salon bleu de l'immeuble du gouvernement pour clore les travaux de l'atelier consacré à la réglementation du petit commerce et du commerce de détail. Après l'exécution de l'hymne national et les mots de bienvenue du modérateur, Madame Edith Dorcas Moudimisi, membre du cabinet du ministre de l'économie nationale, a été invitée à présenter le procès-verbal des travaux. Ces documents, fruits d'intenses réflexions, a permis de produire 3 projets réglementaires cohérents. Un projet de décret définissant les mesures d'exercice du petit commerce et du commerce de détail, ainsi que 2 projets d'arrêté d'application accompagnés d'un plan d'action global pour leur mise en place. Le dossier complet ensuite a été officiellement remis au vice-premier ministre, initiateur du projet, qui a salué la qualité du travail abattu par les participants. Dans son discours de clôture, Daniel Mukoko Samba a félicité les experts et cadres du ministère pour leur assiduité et leur sens du devoir, soulignant que ces tests constituent une étape essentielle dans la modernisation du secteur commercial congolais. Je tiens vraiment à vous remercier parce que je sais que vous y avez mis du cœur. Je suivais à distance, mais j'avais pu noter que les travaux se sont déroulés avec beaucoup d'assiduité et beaucoup de sérieux. Ma détermination à faire aboutir cette réforme est restée intacte, mais ce n'est pas seul que nous allons ou que je vais faire bouger les lignes. C'est ensemble que nous allons faire bouger les lignes. Je voudrais donc continuer à compter sur votre collaboration et votre accompagnement. La plus grande tâche que nous aurons à réaliser à partir d'après-demain, ce sera de convaincre les Congolais que c'est du sérieux et que ce que nous avons annoncé va se réaliser et que cela va se réaliser avec méthode et avec beaucoup de détermination. Les propositions contenues dans ces documents seront prochainement soumises à l'examen des commissions interministérielles avant leur présentation au Conseil des ministres pour l'adoption et mise en œuvre officielle. Et tout à fait autre chose, la ville-province de Kinshasa subit des catastrophes à chaque fois qu'il plaît. Les inondations et autres dégâts sont enregistrés régulièrement. Pour la pluie d'hier, mercredi 12 novembre, en plus de dégâts matériels, on a également noté des décès. Faisons le point avec Bosco Kabamba et Jérôme Luzolo. Chaque pluie qui s'abat sur Kinshasa produit toujours des conséquences néfastes. Faute d'une bonne urbanisation, la ville enregistre à chaque pluie d'énormes inondations. Outre les catastrophes de 4 et 5 avril dernier, la pluie qui s'est abattue dans la nuit du 11 au 12 novembre a causé d'importants dégâts matériels. Des pertes en vies humaines ont même été signalées. Bien que son ampleur ait été minimisée, cette pluie a endeuillé plusieurs familles. Dans la commune de Kimbantseke, précisément au quartier Mokali, des décès ont été constatés. Sur ces images, on peut voir certains corps extraits des décombres. Comment cela s'est-il déroulé? L'une des victimes de cette catastrophe explique. 6 parcelles ont sali dégâts. Cette pluie a touché au moins 6 parcelles. Lorsque la pluie a commencé,
Étant tout près du site de terrassement, nous avons cherché à empêcher les eaux de déborder. Hélas, les eaux sont venues de l'avenue voisine et ont également détruit notre mur ainsi que celui de mon voisin immédiat. Comme vous pouvez le constater, les gens essayent de récupérer les victimes coincées dans leur maison à travers les toits. Pour cet habitant du quartier, la grande responsabilité de ces dégâts causés par la pluie revient aux autorités en raison de son inefficacité à curer les caniveaux pour que les habitants soient à l'abri du danger. Le problème, ce sont nos autorités. Ces caniveaux sont bouchés depuis un certain temps. La saison sèche est terminée, mais aucune solution n'a été apportée. S'il y a de pluie dans ce coin, les gens continueront à mourir. Nous appelons donc les autorités à prêter attention à notre cri de détresse. Selon des prévisions météorologiques, Kinshasa devrait connaître encore de fortes pluies dans les jours à venir. C'est au gouvernement d'anticiper afin d'éviter d'autres malheurs. Et à Mongafula, dans le quartier Don Bosco, l'avenue Jeunesse se dégrade depuis plus de 14 ans. Transformé peu à peu en véritable gouffre d'érosion, les habitants tirent la sonnette d'alarme, interpellent le gouvernement central et l'hôtel de ville de Kinshasa pour un lancement urgent des travaux afin d'éviter un désastre humanitaire et matériel dans cette zone stratégique de la capitale congolaise. Images et commentaires. À Mongafula, dans le quartier Don Bosco, la colère est grande. Les habitants interpellent les autorités congolaises, en particulier le ministre des Infrastructures, Travaux publics, sur l'état lamentable de l'avenue Jeunesse, une voie stratégique reliant Pompage à Mamakoko, au-delà de Matadi Kibala, dans le quartier Kimbondo. Depuis plus de 14 ans, cette artère, autrefois très fréquentée, se dégrade au fil du temps jusqu'à se transformer en une érosion béante menaçant maisons et vies humaines. Malgré plusieurs plaidoyers et la promesse des ministres des ITPR, lors d'une visite sur terrain, les travaux tardent à démarrer. Il n'y a pas de vente suite à cette érosion. Nous sommes dérangés par des véhicules et des motos qui passent juste devant nous. Et le gouvernement n'y fait rien. Là où il y a érosion, il y avait une route qui allait jusqu'à Don Bosco. Regarde comment elle est devenue. Elle est complètement détruite. Nous sommes les habitants du quartier et ce dernier va très mal. Ils étaient venus nous dire qu'il y avait des moyens financiers disponibles pour cette route. Avec la reprise des pluies, rien n'est fait. Voilà comment l'avenue Jeunesse, qui va jusqu'à Télécom, est menacée. Nous sommes abandonnés. Notre souci, c'est que le président intervienne. Cette route va des pompages à Télécom. Les agents de la SNEL, de la Régie des eaux et de l'OVD sont passés ici pour des études, mais rien n'avance. Il y a même les ministres provinciaux des infrastructures qui étaient venus. Il avait dit que cette route allait demander beaucoup de moyens. C'est son argent ou celui de l'État? La situation devient plus préoccupante que la raison de plus s'installe. Les fortes précipitations risquent d'aggraver l'érosion et isoler complètement cette partie de la commune. Les habitants redoutent un désastre humanitaire si aucune mesure urgente n'est prise. Pour ces résidents de Don Bosco, le gouvernement central et l'hôtel de ville de Kinshasa doivent agir sans délai. Le lancement des travaux de réhabilitation de l'avenue Jeunesse s'impose comme une urgence vitale afin d'éviter des dégâts matériels et humains dans cette zone déjà fragilisée de la capitale congolaise. Quittons Kinshasa vers la province du Haut-Katanga où un drame bouleversant a secoué la cité frontalière de Kasumbalesa, située à près de 90 km de la ville de Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, où 4 enfants d'une même famille ont trouvé la mort dans un incendie survenu ce mercredi au quartier Koyou dans la journée du mercredi 12 novembre 2025. Images et commentaires. Un drame s'est produit au quartier Nyukoyo dans la ville de Kasumbalesa, causant ainsi des dégâts matériels très importants et des vies humaines
Voilà ce que justifie la descente qu'a effectué le maire de la ville, Maître André Kapampakamoigna, accompagné de son adjoint Fifi Mouitabaka Bobo, les membres du comité local de sécurité et autres services œuvrant à Kasumbalesa. Selon les témoignages de quelques habitants trouvés sur les lieux du drame, il s'agit d'un incendie qui s'est produit dans cette maison en l'absence de la propriétaire qui, à son tour, avait renfermé tous ses enfants dans cette maison. On m'a appelé qu'il y a une maison qui a pris feu. Je suis venu, on a essayé, la porte était bloquée. On a cassé là-bas, on est arrivé à la maison aussi était bloquée. On nous a dit non, les enfants sont à l'intérieur. Mais il y avait beaucoup de feux. Soudain, nous avons fait toutes les forces, mais on n'avait pas venu à faire sortir les enfants qui étaient déjà morts. Devant ses collaborateurs, Maître André Kapampakamoigna s'incline devant la mémoire de ses 4 enfants, tout en invitant ses administrés à la vigilance pour que pareil cas ne se reproduise. C'est d'abord nous incliner devant la mémoire de ces enfants, 4 au total. C'est difficile à supporter ce qui vient de se réaliser ici. Entre-temps, ces enfants calcinés ont été récupérés par l'équipe de la Croix-Rouge locale en attendant la poursuite de cette affaire. Dès là, le patron de la ville de Kasumbalesa s'est dirigé au parking central afin de se rendre compte de l'exécution de l'opération de lutte contre le marché pirate et le stationnement des véhicules sur l'emprise de l'État à l'entrée de la douane de Kasumbalesa. Une note de satisfaction pour l'autorité urbaine qui ne gère que la propriété de son entité. Quittons la province du Haut-Katanga vers celle de l'Ituri où on signale un retour progressif des activités nocturnes dans le marché de la ville de Bunia ainsi que ses environs. Les populations marchandes sont visibles jusque tard dans la nuit grâce aux efforts de sécurisation menés par l'administration militaire sous la direction du lieutenant-général Luboyan Kashamadjuni. Les reportages est donc signé par Sarah Mugisa. Il est 20h à Bunia. Au marché Ambiaya, l'ambiance est encore animée, presque comme à plein jour. Les activités commerciales se poursuivent tard dans la nuit. Une réalité rendue possible grâce à la stabilité sécuritaire instaurée par l'administration militaire de l'Ituri. La population iturienne en témoigne à cœur ouvert. Merci beaucoup à notre gouverneur Luboyan Kashama, que j'appelle Béton de Bunia, pour son travail très louable. Franchement, les mots nous manquent même pour placer à ses œuvres. Mais sinon, nous vous encourageons, les mamans sont derrière vous. Avant, déjà à 18h, on était à la maison. Mais aujourd'hui, au-delà des 20h, il y a toujours du mouvement. On n'a pas peur. Jusque-là, sur le plan sécuritaire, tout marche bien. Les militaires, il faut bien leur contrôle. Hapana, siogope basi sécurité ufasi yote. 4 ans après l'instauration de l'état de siège par le président Félix-Antoine Tshisekedi, la situation en Ituri a connu une transformation notable. Jadis marquée par l'insécurité et les chaos, la province enregistre aujourd'hui un renforcement visible de mesures sécuritaires aussi bien en ville que dans les territoires. Sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashamadjuni, gouverneur militaire, les efforts se poursuivent pour rassurer et protéger la population dans une dynamique qui vise à restaurer durablement l'autorité de l'État dans cette partie de la République démocratique du Congo. Et l'actualité au-delà de nos frontières, au Sud-Soudan, le président Salva Kiir a démis mercredi dans la soirée Benjamin Bolmel de ses fonctions de deuxième vice-président du pays, poste qu'il occupait depuis février 2020. Edouard Tchamba. Alors que celui que l'on présentait déjà comme les dauphins du chef de l'État a aussi perdu son poste de numéro 2 du parti au pouvoir, ainsi que son garde des généraux, une triple sanction frappe Bolmel, déjà dans les viseurs des États-Unis pour corruption présumée depuis 2017. Le président sud-soudanais a également limogé les gouverneurs de la Banque centrale et les directeurs de l'administration fiscale, tous deux considérés comme proches des Bolmel.
Ces décisions interviennent dans un contexte politique et sécuritaire tendu à Djouba. Les élections générales se font toujours attendre depuis les glissements du calendrier en 2022 et 2024, tandis que le vice-président Machar, principal rival des Kir, est en détention depuis mars pour des accusations de trahison. Cette détention a contribué à l'intensification des combats entre l'armée et les groupes armés. Le Soudan du Sud a basculé dans la violence deux ans après son indépendance du Soudan en 2011. Les violences ont fait environ 400 000 morts entre 2013 et 2018. Et pour terminer, alors que le pays s'apprête à la tenue de nouveaux scrutins présidentiels prévus le 28 décembre prochain, la Cour constitutionnelle de la République centrafricaine, quant à elle, a ouvert mercredi l'examen d'une requête qui vise donc à disqualifier le président Faustin Touadéra de la course. Une fois de plus, Edouard Chama pour le détail. La Cour constitutionnelle de la République centrafricaine a entamé mercredi l'examen d'une requête visant à disqualifier le chef de l'État de la course à l'élection présidentielle prévue pour décembre prochain. La requête, déposée par l'Observatoire pour la gouvernance démocratique, une organisation de la société civile, soutient que le président Faustin Archange Touadéra devrait être disqualifié au motif qu'il ne remplirait pas le critère requis pour se présenter à la présidentielle. Élisée Nguimale, président du groupe, conteste l'origine du nom du président, affirmant qu'il indiquerait une filiation impossible à retracer une exigence prévue par la constitution du pays. Il n'était pas immédiatement clair si la Cour allait retenir cet argument ni dans quel délai un verdict serait rendu. La liste finale de candidats à l'élection n'a pas encore été publiée. Le président brigue un troisième mandat, ce qui prolongerait son règne dans une deuxième décennie, une possibilité rendue possible après la suppression de la limitation du nombre de mandats en 2023. Cette affaire intervient alors que le gouvernement refuse de délivrer un passeport au chef de l'opposition, Anissé Georges Dologuélé, le rendant potentiellement apatride. L'élection du 28 décembre se déroulera dans un contexte de crise sécuritaire persistante, tandis que le président entreprend de démarches visant la coopération en matière de sécurité avec la Russie. Voilà qui met fin à cette session d'information sur Bossolo Télévision, coordonnée par Bosco Kabamba, réalisée pour vous par Héritier Mutombo et Prince Ngoï étaient derrière les caméras pour me faire parvenir chez vous. Au nom de toute cette grande équipe de Bossolo Télévision, je vous dis merci de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur votre télévision. Au revoir.